Ok, bon, on va commencer. Bonjour et bienvenue à tous pour cette table ronde sur les thèmes des métiers d'art face aux nouvelles réglementations européennes sur les matières premières. Donc je me présente, je suis Aurélien Babot, chargé des relations institutionnelles chez Atelier d'Art de France. Je serai le modérateur du jour pour cet échange autour de ce sujet particulièrement stratégique et d'actualité. Comme vous le savez certainement, de très nombreux métiers d'art, émailleurs, céramistes, restaurateurs de vitraux, verriers et bien d'autres encore, font aujourd'hui face à une densification des réglementations européennes relatives à l'usage des matières premières. Outre la difficulté évidente pour les ateliers d'absorber les coûts liés aux tests demandés, force est de constater que les réglementations remettent parfois en cause la nature même des métiers. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel Atelier d'Art de France est particulièrement investi en défendant depuis plusieurs années déjà les intérêts des professionnels dans le dossier spécifique de la céramique utilitaire, et ce auprès des autorités européennes et françaises. Alors la question se pose aujourd'hui. Comment adapter l'application de ces normes aux spécificités propres au métier d'art ? Pour tenter d'y répondre, et à minima pour apporter un éclairage utile et nécessaire sur ce sujet particulièrement technique et pourtant à finalité très concrète, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un ensemble de professionnels et spécialistes résolument investis dans leurs domaines respectifs. Donc Monsieur Maître Jean-Marc Moinard, avocat spécialisé en droit de la consommation, spécialiste de la conformité des produits manufacturés. Marie-Pierre Lestrade, vice-présidente du GIL, le syndicat du luminaire. Lise Ratoni, présidente du SPEF, le syndicat professionnel des émailleurs français, et M. Philippe Condamin, céramiste dans la Loire. Je leur laisserai le soin de se présenter plus longuement, ainsi que leur parcours et leur engagement personnel. Avant de céder la parole aux intervenants, je me permets, si vous m'autorisez, de poser un cadre général pour notre table ronde. Dans un premier temps, Maître Moinard nous fera un état des lieux global de la réglementation européenne du règlement REACH, tandis que Mme Lestrade, Mme Ratoni et M. Condamin nous offriront à tour de rôle leur expertise sur les problématiques des réglementations relatives à leur secteur respectif, le luminaire, l'émail avec le plomb, la céramique. Le temps nécessaire de la présentation passée, le deuxième temps sera plus particulièrement consacré aux échanges entre spécialistes autour des actions à mener pour faire entendre avec force les problématiques des professionnels des métiers d'art. Maître, la parole est à vous. Bonjour à tous. Alors vous me permettrez de me lever parce que dans mon métier, a priori, on se lève, c'est la position usuelle de travail. Donc je suis plus à l'aise dans une position verticale qu'assise. Donc j'ai moi la prétention, au cours de mon intervention, de vous présenter une réglementation, en l'occurrence la réglementation REACH, qui est une réglementation qui comprend 825 pages. Et donc j'ai un temps imparti de 8 minutes pour vous faire un résumé pédagogique afin que l'ensemble de l'auditoire comprenne précisément de quoi il s'agit et comment finalement elle s'applique de manière extrêmement pratique, comme l'indiquait à l'instant M. Babot, à vos différents métiers. La réglementation donc, sur les substances et mélanges, substances et mélanges, est ancienne, même si auparavant, avant 2006, on ne parlait que de substances dangereuses, substances que vous connaissez tous, que vous voyez régulièrement sur vos produits ménagers, qui font l'objet de pictogrammes particuliers, la croix de Saint-André, la tête de mort, et le tout assorti de messages de précaution et d'avertissements dédiés, eu égard à la dangerosité de la substance utilisée dans les différents produits. Elle n'était finalement réservée qu'à des substances dont on savait par expérience ou pour lesquelles avaient été conduites des études toxicologiques particulières, donc elles étaient interdites. Donc on visait environ quelques centaines, je n'ai pas tenu un décompte exact des produits, des substances qui étaient visées avant 2006, on était sur quelques centaines de substances. Il y a eu le fameux basculement s'est opéré en 2006 à la demande d'un certain nombre d'opérateurs et d'associations de consommateurs afin de prendre en compte non plus seulement la dangerosité des produits, les produits finis, mais des éléments et des substances qui rentraient dans la composition de ces produits. C'est bien ça qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'on on ne parle pas en droit de matière, on parle bien de substances. On parle, pardonnez-moi, de matière polymère. Poly, comme c'est finalement comme un gâteau. On ne va pas analyser le gâteau, on va analyser la qualité du sucre, poudre ou blanc, de canne ou blanc, de la farine, etc. Donc c'est la grande difficulté aujourd'hui des opérateurs, qu'ils soient
évidemment des artisans d'art, mais plus généralement des, des industriels. Et on a basculé donc à partir de 2006, désormais toutes les substances doivent être impérativement faire l'objet de la part des industriels d'une évaluation. Selon l'adage, alors pardonnez-moi parce que tout le monde a repris ça à son compte, y compris nous les Français, on vient dire no data, no market. Pas de base de données sur la substance, interdiction de la mettre sur le marché. Aujourd'hui, on est passé donc d'une centaine de produits répertoriés à plus de 10 000, selon, encore une fois, un mode opératoire et qui me semble, en tous les cas, à ce niveau-là, cohérent, sur le principe du pollueur-payeur. C'est donc aux industriels, et non plus aux différents organes de contrôle et aux différents États, de prouver que les substances sont dangereuses. C'est aux industriels et aux metteurs sur le marché de justifier de la totale innocuité de leur matière, de leur substance et de leur mélange. Alors, pour vous donner des exemples très précis dont vous avez entendu, à mon sens, tous parler, pour certains à Noël. Alors, on sort un peu du champ d'application, mais je ne voulais justement pas, parce que j'ai des intervenants qui vont vous parler des métiers d'art, empiéter sur leur expertise. Vous avez tous entendu parler de l'interdiction des phtalates, par exemple dans les jouets. On a interdit le nickel dans les bijoux. On a interdit le bisphénol A dans les contenants alimentaires, etc. etc. Donc ça, régulièrement, les médias s'en font l'écho parce qu'il y a des contrôles, malheureusement des scandales sanitaires. Et on voit la presse qui s'en saisit et qui, effectivement, dénonce l'utilisation de ces substances extrêmement nocives dans des produits du quotidien. Alors, comment finalement, comment toute cette réglementation s'articule-t-elle ? Eh bien, c'est très facile. Vous prenez une substance, telle qu'elle soit, dans l'hypothèse la plus favorable, elle est évaluée, elle est, après encore une fois, des études toxicologiques jugées comme absolument non nocives pour l'être humain, et à ce titre, elle fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et on peut l'incorporer dans tous les produits dits manufacturés, y compris, évidemment, on y reviendra, par exemple dans la céramique à usage à contact alimentaire. La deuxième, le produit fait l'objet d'une étude, toujours toxicologique, et on s'aperçoit que dans un certain nombre d'utilisations ou dans le cadre d'une certaine destination, alors le sujet que je prendrai pour illustrer mon propos, c'est évidemment quelque chose qu'on connaît tous et pour lequel, eh bien, évidemment, on prend un luxe de précaution, d'où le principe de précaution, c'est le jouet. Par exemple, vous allez interdire le phtalate dans le jouet, pourquoi ? Parce que les enfants de moins de 36 mois sont réputés tout mettre à la bouche et il y a une migration du phtalate dans le plastique. Vous n'allez pas interdire le phtalate dans un plastique de chaise, par exemple. Il n'y a pas de migration qui est possible dans la salive. C'est un usage anormalement prévisible. Donc la substance va être limitée, voire interdite, dans le cadre d'un certain nombre de produits, voire d'une certaine destination. Et cette substance va rentrer, si vous me permettez une image, au purgatoire, et on va donner un certain nombre d'années à l'industrie pour trouver une substance de substitution ayant, entre guillemets, les mêmes vertus industrielles. On parle à ce niveau d'une sunset date. Le mot parle de lui-même. On va dire, voilà, au-delà d'une date fixée, cette substance sera définitivement interdite. Et pour les dernières, effectivement, substances, eh bien, c'est des substances qui, comme je vous l'ai indiqué au début de mon intervention, dont on connaît à l'évidence la nocivité pour l'être humain. Bon, l'exemple, évidemment, que je pourrais vous donner, que tout le monde connaît aussi, c'est la fibre d'amiante.
la fibre diamante, elle est interdite pour tout produit et pour toute destination. Voilà. Donc on a 2 annexes. Une annexe 17 à laquelle vous pouvez faire référence et qui va vous lister toutes les substances qui sont d'ores et déjà interdites, soit totalement, soit encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, de manière partielle. Et cette fameuse, entre guillemets, annexe 14, qui va fixer des substances qui seront à terme interdites. Mais il y a un vrai intérêt à connaître cette annexe 14, puisque il est fait obligation aux professionnels qui continueraient à l'utiliser durant cette période à indiquer aux consommateurs, afin qu'il ait un choix, d'indiquer que, par exemple, vous mettez telle et telle substance, malgré qu'elle ne soit pas interdite, dans vos produits. Donc, concrètement, encore une fois, comment le professionnel va-t-il pouvoir, mais c'est une difficulté effectivement sur laquelle on travaille avec Ateliers d'Art de France, cette réglementation, à l'évidence, a été réalisée et mise en œuvre pour des industriels. On sait tous que l'industrie chimique sont le propre de très grands groupes. Alors, la plupart allemandes, on ne va pas les citer. Et donc, si vous voulez, il est extrêmement difficile, ce que je vous indiquais, pour les professionnels, de justifier d'une traçabilité. Et une des, options de travail sur la table qu'on proposera aux députés qui seront nouvellement élus à la Commission, au Parlement européen, c'est de prendre en compte la spécificité des métiers d'art et d'autres, que ce soit des artisans, mais plus généralement, je dirais, des TPE, qui n'ont bien entendu pas les moyens financiers et, je dirais, humains. Ils sont extrêmement capables dans leur art, mais ils ne sont pas des chimistes. Et donc, comme je vous l'ai indiqué au début de mon intervention, de faire basculer cette charge de la preuve pollueur-payeur aux gens qui, comme on vous l'expliquera par exemple pour la céramique, sont leurs fournisseurs. Ils devront justifier aux artisans d'art dans la céramique que les produits qu'ils leur fournissent sont bien compatibles et respectent bien la réglementation REACH. Ce qui permettrait finalement aux professionnels, en présentant un dossier technique à des autorités de contrôle, de justifier beaucoup plus facilement que par des tests qui sont quasi inaccessibles en termes de prix et qui sont, tenez-vous bien, destructifs. Or, bon nombre d'artisans d'art font des pièces uniques. Donc vous prenez une pièce unique d'un artisan d'art, vous l'envoyez au laboratoire, mais on ne peut pas lui restituer parce que le produit est détruit. Donc on voit très bien que finalement, il y a une inadéquation entre la réglementation et les métiers tels qu'ils sont diffusés, mais qui initialement, malheureusement, n'ont pas été pris en compte. Et tout le travail mené actuellement, il y a une réforme de cette directive qui date de 84, donc qui est extrêmement ancienne, sur la céramique à contact alimentaire. Et ça va nous permettre justement que, si vous me permettez l'expression, cette dernière mouture, cette dernière version de la directive intègre ces TPE et ces différents métiers dans leur spécificité pour que, effectivement, la réglementation leur soit applicable. Il ne s'agit pas d'essayer que ces professionnels ne l'appliquent pas. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut obtenir. On veut seulement obtenir des adaptations visant à faciliter la mise en œuvre au sein de ces ateliers de cette réglementation qui, encore une fois, est extrêmement technique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Maître pour ce panorama global nécessaire à la bonne compréhension du sujet de son cadre. Je cède désormais la parole respectivement à Madame Lestrade, puis Madame Rattoni, et enfin Monsieur Condamin, qui vont nous exposer tour à tour les enjeux dans leurs secteurs respectifs. Merci. Vous pouvez lancer, s'il vous plaît. Merci. Donc, moi, je représente le GIL, qui est membre partenaire associé d'Ateliers d'Art de France. Et je remercie le Salon Révélation de nous avoir conviés à participer à cette réunion. Un petit peu fastidieuse, mais on va essayer de vous donner quelques explications quand même, si possible lisibles. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la réglementation sur les matières. Malheureusement, les adhérents du GIL, donc les fabricants de luminaires, sont soumis à beaucoup d'autres normes
en l'occurrence liées à la construction du luminaire, parce que pas seulement la matière, il y a aussi la construction, et même maintenant au recyclage des produits. Donc il y a fort à faire dans notre métier. Donc pour me présenter un petit peu, donc, je suis vice-présidente du GIL, je suis secrétaire générale de l'Union nationale des métiers d'art et je suis administrateur de la Fédération des industries électriques. Donc ce sont des sujets que je connais assez bien. Évidemment, je suis chef d'entreprise et chef d'entreprise métiers d'art. Donc je vais vous présenter un petit peu... Non, c'est là-bas. C'est dans l'autre sens. Je débute. C'est dans ce sens-là. Pardon. Donc nous, le syndicat GIL a été créé il y a 200 ans. On a une soixantaine d'adhérents. Parmi nos adhérents sont des artisans métiers d'art, des manufactures et un peu d'industrie. Et nous avons une représentation très active au niveau français et européen. Et en l'occurrence, nous faisons partie de Lighting Europe. Alors voici toutes les commissions auxquelles nous participons. Donc ça vous donne un peu une étendue des problèmes représentés dans nos métiers. Je suis passée un peu vite. Voilà. Donc vous avez, chacune des commissions traite sur un sujet particulier. Alors, je ne vais pas trop reparler de la directive REACH dont Maître Moinard a déjà parlé. Là, on est en plein dans le problème de la matière. Et donc, c'est réglé, décidé au niveau européen. Donc, vous avez un site qui s'appelle ECHA Europa qui permet d'avoir la liste des matières qui sont potentiellement dangereuses. Alors, nous sommes concernés par toutes ces exigences. Donc la sécurité des utilisateurs, et donc vous avez ici des normes qui ne vous intéressent pas forcément. Donc la directive basse tension concerne tout le monde. La compatibilité électromagnétique concerne certains produits. Le radioéquipement directive concerne d'autres produits, mais de toute façon la DBT concerne tout le monde. En ce qui concerne la protection de l'environnement, la directive RoHS, la D3E pour la gestion des déchets et l'efficacité énergétique. Voilà, tous les luminaires sont concernés par ces directives. La RoHS, alors la RoHS, elle a un aspect particulier. La directive REACH, globalement, ne concerne pas les métiers d'art, mais la RoHS, oui, parce que la REACH concerne un certain nombre de volumes de produits utilisés, enfin un certain nombre de volumes de matière qui est relativement élevé puisque c'est 1 tonne par an, alors que la RoHS rentre plus dans le détail. Et là, il y a une petite erreur, c'est 0,1% de plomb. Mais là, c'est par produit. Donc, les fabricants de luminaires en cristal, par exemple, sont tout à fait concernés par cette directive. Et le GIL a œuvré au niveau des instances européennes pour obtenir une dérogation qui ne dure que 5 ans. Il faut redemander tous les 5 ans une dérogation pour les fabricants de luminaires en cristal. Le screening fluorescent, c'est une autre des contraintes qui se fait par des laboratoires, puisque de toute façon, personne n'a les appareils. Donc je vais passer pour pas trop vous fatiguer toutes les directives, toutes les références de directives, mais malheureusement tout ça s'applique. La D3E, alors la D3E c'est le recyclage des produits. Donc depuis le 16 août 2018, les fabricants de luminaires doivent adhérer à un système de recyclage, par exemple le SR, enfin l'écosystème recyclage, donc doit facturer une taxe qui est une écotaxe sur tous les produits de luminaires et reverser cette écotaxe qui est collectée aux organismes spécialisés qui vont se charger de la collecte des déchets. Voilà, vous avez à nouveau les références des normes. Bien sûr, étant donné qu'il y a un circuit de recyclage, il y a des obligations au niveau du marquage. Donc les produits ne se jettent pas, ils se recyclent. Donc vous avez l'ensemble des organismes selon votre spécialité qui est mentionné. Les normes sont payantes. Voilà. Donc c'est un souci supplémentaire. Donc pour pouvoir appliquer les normes, il faut les acheter.
Et évidemment, là, je représente un syndicat professionnel, mais franchement, compte tenu de la complexité de ces normes, en plus de leur rédaction en anglais, ce qui n'aide pas quand elles sont européennes, et des difficultés d'application, l'un des rôles essentiels du GIL est d'aider ses adhérents à l'interprétation des normes et à leur application dans des mesures raisonnables, on va dire. Il y a un problème de compréhension réel. Et ça, c'est un gros souci pour tous les fabricants de luminaires. Donc on a besoin d'intermédiaires. Donc en fait, pour conclure, on a des législations de plus en plus complexes, de plus en plus contraignantes. Elles s'appuient sur des normes payantes et les dérogations obtenues ne sont malheureusement que temporaires et limitées. Merci beaucoup. Je vais enchaîner, donc merci pour votre présence. Je suis Lise Ratoni, donc avant d'être présidente du syndicat des émailleurs, je suis émailleuse d'art. Donc sur métaux, on représente les émailleurs sur métaux. Je suis donc issue d'une famille de maîtres émailleurs. Autant vous dire que je suis marquée par cette profession depuis le berceau. Et on est une famille qui s'est impliquée et qui s'implique encore. Donc le syndicat existe depuis 80 ans. Donc le berceau, c'est Limoges. Limoges en plein centre de la France. J'espère que vous connaissez. Donc voilà, c'est le berceau de ce savoir-faire bien particulier. C'est un petit syndicat. Donc moi, je l'ai repris il y a 3 ans. On est des jeunes professionnels bénévoles. Alors on a plusieurs problématiques au-delà de ces restrictions de plomb. Déjà notre filière, on est une petite filière, un problème de transmission de savoir-faire. Donc on se mobilise pour redynamiser ce métier. Et du coup on est plombé, c'est le cas de le dire, par en plus ces restrictions. Alors, vu qu'on est un petit syndicat, on a appris la nouvelle en 2011 par hasard sur un salon. Ce qu'on peut reprocher justement sur ces lois, ces normes qui sortent de l'Europe, à ce que l'info n'est pas facilement accessible. La chance qu'on peut avoir, malgré tout, même si on est des petits syndicats, c'est qu'on peut être soutenu par des gros syndicats. Alors nous, l'émail, effectivement, on est les cousins du cristal. Sans le plomb, notre matière n'a pas du tout la même qualité. Le côté lumineux, le côté point de fusion, enfin, il y a quand même... le plomb est là pour des raisons. Et notre savoir-faire existe depuis 5000 ans quand même. Donc... pourquoi changer et donc effectivement on a été avertis un peu au dernier moment, mais grâce au syndicat donc des cristalliers et des verriers, on a pu porter notre voix aussi. Donc vous avez parlé de restrictions je n'ai pas trouvé mes mots. On doit renouveler notre demande tous les 5 ans pour avoir l'autorisation de quand même utiliser nos émaux, notamment dans le milieu de la bijouterie. C'est ce qui pose problème à la base. Et donc tous les 5 ans, on doit redire... Il n'y a pas de dangerosité pour les consommateurs, il n'y a pas de problème pour les professionnels, ils ne sont pas malades à cause du plomb et de la manipulation de leur matière. Donc heureusement qu'on a le soutien des gros syndicats pour exister. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon, excusez-moi. On est quand même très actifs et très vigilants. Et la problématique de ce plomb, si nous n'avons plus de ce plomb dans cet émail, on ne peut plus continuer à pratiquer certaines techniques, donc notamment dans la bijouterie, dans l'horlogerie. Même l'extension de cette restriction de plomb peut être portée au-delà de la bijouterie, mais dans le milieu de la décoration. Donc nous devons rester vigilants. Alors, on a des fabricants. Donc on a une cristallerie en France qui nous fabrique l'émail. Il y a dans le monde d'autres cristalleries, mais il y a très peu de fabricants.
Ils font de la recherche pour créer des émaux sans plomb. C'est très cher et c'est pas concluant du tout. On n'a pas du tout la même propriété, la même qualité. Sachant que beaucoup d'émailleurs travaillent dans le secteur du luxe, notamment dans le milieu de la montre, de la bijouterie haut de gamme. Et ça demande quand même une certaine exigence au niveau de la qualité et d'exécution. Donc on est un peu dans une impasse. Voilà. Je pense qu'avec notre échange, on va pouvoir alimenter. Donc je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour. Alors, comme le disait Aurélien tout à l'heure, je suis céramiste dans la Loire. Je travaille sur ce dossier des conformités pour les céramiques en contact avec des denrées alimentaires depuis maintenant bientôt 4 ans, avec Atelier d'Art de France, avec Maître Jean-Marc Moinard qui nous épaule. Je vais essayer de vous faire un bref historique. Le dossier est très dense. Il ne faut pas m'en vouloir si je m'en mêle les pinceaux parce que ça fait un moment que je suis dessus. Initialement, la Commission européenne avait rédigé une directive en 1984 qui concernait la migration du plomb et du cadmium dans les céramiques à visée alimentaire. Donc cette directive a été mise en application en 2004, c'est-à-dire qu'ils se sont quand même posé la question pendant 19 ans quasiment de savoir si véritablement il fallait la mettre en application sur le terrain ou pas. La grosse problématique à laquelle les céramistes sont confrontés aujourd'hui, c'est que depuis 2016, fin 2016, les services de la répression des fraudes françaises a jugé bon d'adjoindre à ces 2 substances 3 autres substances qui sont l'aluminium, le cobalt et l'arsenic en termes de contrôle pour les céramiques en contact avec des denrées alimentaires. Sauf que non seulement il semblerait qu'il n'en ait pas référé à l'Europe pour cette mesure, mais en plus de ça, cette fiche a été rédigée en octobre 2016 et les premiers contrôles sur le terrain, dont j'ai fait les frais personnellement, ont eu lieu 1 mois après. Sachant que si on parle juste sur le terrain, ce sont des agents de contrôle, c'est des policiers entre guillemets, donc ils arrivent avec une carte bleu-blanc-rouge, ils vous contrôlent sur le salon ou sur votre lieu d'exposition. Il y a des clients où il n'y a pas de clients, c'est la même chose pour eux, donc tout le monde s'en va, c'est générateur de stress, enfin je ne vous fais pas un dessin. Donc pour les céramistes, il y a presque une double problématique. Il y a la problématique française de ces contrôles sur le terrain et ensuite la problématique européenne. Puisque l'Europe, la Commission européenne depuis 2017, a décidé de réformer cette directive de 84. Maintenant, les 2 grands points de difficulté pour les céramistes, en tout premier lieu, c'est le point économique, parce que si on suit la mesure telle qu'elle est appliquée actuellement, chaque couleur, chaque émail doit être testé, et dans certains cas, chaque pièce. Pour certaines productions de céramique utilitaire, ça peut représenter des dizaines de couleurs ou des dizaines d'émaux. Un test pour ces 5 substances représente 200 € à peu près TTC dans les laboratoires d'analyse français. Avec quelques collègues, on a fait une étude sur un atelier moyen de céramique qui fonctionne, donc qui est professionnel, qui vit de ce métier. Ça représenterait à peu près, si la mesure reste telle qu'elle est, enfin à minima, ça représenterait 1/3 du chiffre d'affaires annuel juste pour les analyses chimiques, ce qui est colossal. Voilà pour la partie économique, sachant que, comme le disait Maître Moinard tout à l'heure, c'est une parenthèse, nous sommes soumis aux mêmes règles que les industriels. C'est-à-dire qu'un céramiste habituellement qui fait de la vaisselle doit créer entre 2000 et 3000 pièces par an, alors que les industriels inondent le marché international par des dizaines de milliers de pièces. Donc déjà, rien que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas équilibré. Et ensuite, la problématique est technique. C'est-à-dire qu'un industriel, quand il sort une pièce de sa production, cette pièce est testée, elle est représentative en termes de qualité de la totalité de sa production. Un céramiste, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nos modes de production, notre économie ne nous permet pas de gérer chaque partie de notre production. Et c'est d'ailleurs une valeur ajoutée importante pour nous sur le marché. C'est que notre production est aléatoire et les pièces sont très vivantes de par ce fait. On les fabrique à la main, on a des fours sans capteur tous les centimètres cubes. Enfin bref. Pareil pour l'achat des matières premières. Un industriel achète des matières premières par tonne, donc il peut gérer
l'équilibre. Il achète des lots, donc ces lots sont stables. Un céramiste va acheter ses matières premières plusieurs fois par an parce qu'il n'a pas les moyens financiers de les acheter en bloc. Et donc, du coup, à chaque fois, pour une même matière première, on peut très bien avoir des différences de provenance, des différences de qualité, des différences intrinsèques. Donc, nous ne pourrons pas fournir une pièce, faire un test sur une pièce pour un céramiste qui est censé représenter la totalité de la production. C'est une ineptie. Et puis après, je ne vais pas vous le faire tout de suite, je pense qu'on en parlera plus tard dans les questions-réponses. Mais depuis le temps qu'on travaille sur le dossier, on a mis en lumière beaucoup de points d'incohérence de ces mesures. Alors, il y a la notion économique dont je viens de vous parler, cette notion de l'eau qui concerne les industriels et qui ne concerne pas les céramistes. Un des points très très importants, c'est que ces mesures ne sont corroborées par aucune étude clinique ou toxicologique. Et alors le plus drôle, c'est que la DGCCRF, donc la répression des fraudes, fournit un bilan en fin d'année et il n'y est stipulé dans aucun bilan de la DGCCRF de problématiques liées à la consommation de denrées alimentaires avec des céramiques utilitaires. Même chose pour le RAPEX, qui est un recueil européen des alertes à la consommation, qui existe depuis 2004, sauf erreur de ma part. C'est ça. Merci. Il n'y a aucune alerte depuis 2004 liée à la consommation de denrées alimentaires dans les céramiques utilitaires. Voilà. Alors après, on remet en cause également les protocoles de test des laboratoires, puisqu'ils réussissent à trouver dans nos pièces de l'aluminium alors qu'on n'en utilise pas à l'état brut. Pour fabriquer de l'aluminium à base d'alumine, c'est des procédés industriels qui sont très lourds. C'est un bain à haute température avec une électrolyse. Nous, on ne peut pas faire ça. Ils cherchent de l'arsenic, ils en trouvent, mais évidemment, on n'en utilise pas non plus. L'arsenic, c'est pas réputé pour faire des belles couleurs. Et puis le cobalt, oui, on l'utilise pour faire du bleu, sauf qu'à haute température, le cobalt est silicaté, donc inerte, il est bloqué. Et à basse température, pour la terre vernissée et la faïence, il est recouvert par une couche vitrifiée. C'est d'ailleurs un procédé utilisé aujourd'hui pour enfouir les déchets nucléaires. Donc si ça marche pour les déchets nucléaires, c'est pas ce qu'on va trouver dans la céramique. Bref. Voilà, donc pour finir, pour moi, la logique est binaire dans ce dossier. C'est soit on réussit à trouver un aménagement ou un texte dérogatoire qui semble être difficile à obtenir et il y aura toujours de la céramique utilitaire en France et en Europe, soit on n'y arrive pas, la mesure reste en place telle qu'elle est ou elle se durcit et il n'y aura plus de céramique utilitaire en France et en Europe. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs, pour ces éclairages précis et enrichissants. Je me permets désormais d'ouvrir le temps des échanges autour des actions à mener à l'aide de questions volontairement ouvertes à l'ensemble de nos intervenants et que je vais décliner avant de leur céder la parole, en leur demandant autant que possible des réponses courtes, parce qu'on manque un peu de temps. Maître, pourriez-vous nous dire qui fixe les réglementations au niveau européen, français, et quels sont les recours possibles pour les professionnels des métiers d'art face à ces réglementations? Quant à vous, représentants des syndicats, je souhaiterais vous demander de façon assez naïve, s'agit-il d'une question prioritaire pour vous? Quelles actions envisagez-vous à l'avenir? Je vous laisse prendre la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Écoutez, en fait, finalement, les réglementations, c'est comme en France. Il y a plusieurs personnes, enfin, en tous les cas, institutions. Comme vous le savez, une loi peut être à l'initiative du Parlement, elle peut être à l'initiative du gouvernement, voire de la société civile, qui fait passer, via la représentation nationale, des lois. Donc il en va de même au niveau communautaire. Vous savez que 95% de la réglementation française n'est que finalement la transposition de droit communautaire. Donc, soit c'est la Commission européenne. Alors, qu'est-ce que la Commission européenne? La Commission européenne représente les États souverains. S'y rendent les chefs d'État, M. Macron, Mme Merkel. Et évidemment, on va, dans un avenir extrêmement proche, élire nos députés européens. Et le Parlement européen peut prendre des initiatives afin de soumettre à la Commission, puisque finalement, au même titre qu'au niveau français, au niveau du Congrès, le Congrès étant constitué de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, du Sénat, c'est toujours l'Assemblée nationale qui finalement, avec des amendements, a finalement raison sur le Sénat. Il en va de même au niveau de la Commission européenne. C'est toujours la Commission européenne qui quelque part, peut censurer un texte du Parlement. Le Parlement européen, vous me direz, ça peut-être peu de gens le savent,
peut faire, effectivement faire voter, c'est l'émanation directe de vote de la population européenne, mais finalement, elle peut présenter un texte qui serait censuré pour des raisons politiques et économiques par les États souverains. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Soit c'est le Parlement qui propose, soit c'est les gouvernements. Et pour répondre précisément à votre question, une fois que la réglementation est votée, pardonnez-moi, mais elle est quasiment gravée dans le marbre. C'est très difficile, comme vous le savez, de faire changer une loi française. Alors imaginez de faire changer une loi française avec 27 pays qui l'ont ratifiée. C'est extrêmement difficile, mais on a néanmoins, si vous me permettez l'expression, une fenêtre de tir, comme l'a évoqué Philippe. Il y a des révisions extrêmement proches les unes des autres, et il faut profiter de la révision de ces réglementations. Alors je ne dirais pas pour faire du lobbying, nous on n'est pas là pour effectivement défendre des intérêts particuliers. On veut seulement qu'effectivement la loi soit adaptée à un certain nombre de secteurs et que soit prise en considération leurs spécificités pour qu'ils ne soient pas disqualifiés. Et je reviendrai sur ce que disait Philippe qui était extrêmement important. Et la commission, suite à l'intervention d'Atelier d'Art de France, l'a reconnu. Elle a dit il faut une diversité. Il faut une diversité. Si vous commencez à mettre si les règlements ont été pris au pied de la lettre, eh bien vous n'auriez plus à disposition, pardonnez-moi, que de la céramique. Je parle de la céramique, mais il en va de même pour l'émail, que des produits standardisés, industriels. Voilà. Terminer le génie français et la fabrication artisanale à laquelle, évidemment, la France est extrêmement attachée et qui fait de notre pays, à mon sens, pour un certain nombre de métiers d'art, son rayonnement international. Voilà. Et je voulais rajouter une toute petite chose sur ce que disait fort justement le Gilles, c'est qu'elle évoquait le prix des normes, mais il faut voir que les normes sont révisées tous les 6 mois et que si vous n'avez pas la dernière version, votre produit est jugé comme non conforme. Donc c'est tous les 6 mois, il faut que l'entreprise aille à l'AFNOR et paye 800 €. Voilà, c'était vraiment un petit commentaire de ma part parce que c'était aussi important par rapport au coût économique. Et donc cette révision quasi pluriannuelle de la norme par souvent les organismes d'État. Merci maître, c'est tout à fait clair. Je voulais ajouter quelque chose. Donc, ce que fait le Gilles par rapport à ça, c'est mandater des adhérents pour participer à ces nombreuses commissions dont je vous ai donné un petit exemplaire tout à l'heure. Maintenant, au niveau entreprise, nos adhérents métiers d'art ont tous le même problème, de problème des normes, de l'interprétation des normes, ce qui est un petit peu comme la fiscalité en France. Vous avez le texte et l'interprétation du contrôleur. Pour la répression des fraudes, c'est la même chose. Voilà. Donc, il y a aussi l'interprétation des textes, mais surtout, les normes sont constituées d'un certain nombre de caractères, d'un certain nombre de caractéristiques, d'un certain nombre de couleurs, d'un certain nombre de procédés techniques, ce qui fait que si vous n'avez pas mis la virgule au même endroit, théoriquement, votre produit est non conforme. Et ça, c'est un problème excessivement grave pour les métiers d'art. Parce que même si nous sommes des citoyens responsables et des chefs d'entreprise responsables, il y a des limites à ce que nous pouvons faire et il y a des limites à la répression aussi. Merci. Oui, effectivement. Alors, nous, de notre côté, on peut être vigilant à ces révisions et être présent. C'est le travail des syndicats de porter la voix de nos entreprises. Je reviens juste sur le syndicat. Il y a quand même 200 ateliers en France d'émailleurs. Donc, il faut qu'on surveille ces révisions et qu'on soit présent. L'avenir de nos métiers en dépend. Clairement, si une loi, une restriction est votée et clairement gravée dans le marbre, on peut dire adieu à nos pratiques, à nos diversités artistiques, artisanales, et on détruit effectivement tout un pan d'histoire et de savoir-faire qui font effectivement la richesse de notre pays, mais de d'autres pays également. Mais c'est important que les professionnels se mobilisent. Il n'y a que nous et c'est notre on se bat pour nos métiers. En gros. Alors oui, de notre côté, pour les céramistes, on est obligé d'être très actifs et de surveiller très très activement ce qui se passe d'un point de vue de l'Europe et d'un point de vue français.
également, parce que les contrôles sur le terrain s'intensifient, il y en a de plus en plus. Sur le mois de décembre de l'année dernière, j'ai dû avoir une quinzaine de céramistes qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient été contrôlés par des services de la répression des fraudes. En plus de ça, comme vous disiez très justement, non seulement les contrôles sont aléatoires d'un point de vue de la géographie, mais ça à la limite on peut le comprendre, mais ils sont complètement aléatoires sur les injonctions. C'est au bon vouloir des agents. Alors une fois c'est la traçabilité, une fois c'est l'étiquetage, une fois c'est les deux, une fois c'est les valeurs chimiques. Enfin bref, il n'y a pas vraiment grand-chose de cohérent. Et visiblement, ils s'y connaissent moins que nous, parce que quand on leur montre les travaux qu'on a fait jusqu'à présent avec l'aide d'Atelier d'Art de France et l'aide de Maître Moinard, ils tombent des nues. Ah, on n'a pas le droit. Ah, on est dans l'illégalité d'opérer ces contrôles. Enfin bref. Donc au niveau des actions, eh bien, grâce à Atelier d'Art de France et grâce à Maître Moinard, on est en train de mettre en place toute une procédure déjà de pédagogie pour les services, auprès des services de contrôle et auprès de l'Europe, pour leur expliquer que nous ne sommes pas des industriels, qu'on ne travaille pas comme des industriels, qu'on n'a pas leur puissance de feu technique, humaine, financière. Et puis voilà, on essaie de tenir au maximum le cap pour pouvoir maintenir ce métier. Alors il y a quand même un point positif dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est que depuis que la Commission européenne a repris ce dossier, noir sur blanc, la Commission souhaite trouver un équilibre entre la sécurité des consommateurs et les réalités économiques des petites entreprises, et notamment de l'artisanat d'art et des productions traditionnelles. Donc ça laisse une porte un petit peu plus joyeuse que celle que nous proposaient les services français. Voilà, merci. Un grand merci à vous. Avons-nous des questions dans la salle éventuellement? Une question? Non. Si, excusez-moi madame. 2 questions, très bien. Jean-Marie Cros, je suis le délégué général du GIL. Et c'est moi qui représente le GIL à Bruxelles. Je voulais juste à la fois passer un message pessimiste et un autre message optimiste. Pessimiste parce que c'est vrai que ces normes se multiplient, ces réglementations se multiplient, c'est de plus en plus incompréhensible. Et on est face à une administration française et européenne qui par moments, c'est le mammouth, quoi. Donc ça, et ça ne va pas s'améliorer puisque les préoccupations environnementales augmentent et si on veut respecter l'environnement, il faut des lois. Donc il y aura de plus en plus de réglementations qui ont trait à l'environnement. Ça, c'était du côté négatif. Mais du côté positif, nous venons d'obtenir, le GIL, avec l'aide d'une association italienne, dans une réglementation qui s'appelle Eco-Design, que je ne vais pas vous détailler, mais une exemption pour les artisans d'art. C'est une réglementation qui s'applique à tous les luminaires et on a obtenu que pour les luminaires fabriqués par les artisans d'art, dans une limite de 200 pièces par an signées, la réglementation ne s'applique pas. Donc il y a moyen, mais alors moi j'utiliserai le mot, en faisant un très fort lobbying à Bruxelles, et lobbying légitime, et il est légitime, d'obtenir des exemptions, de même que l'exemption cristal va être renouvelée, parce que voilà, la Commission est quand même sensible au discours sur la défense du patrimoine et la défense de l'emploi. Et en ce qui concerne le cristal, il y a en France notamment un certain nombre d'emplois. Bonjour, oui, je suis juste journaliste. Je voudrais juste savoir si vous pensez qu'il y a des lobbies en amont, lobbies des industriels et tout, qui vous nuire, puisqu'il y a plein d'absurdités, comme vous dites, d'incohérences. Comment ça se fait que vous n'ayez pas pu agir plus en amont? Et je rejoins le monsieur qui est à Bruxelles, là, peut-être pour vous exempter plus facilement de ces normes. Alors moi, je vais vous répondre de manière très pragmatique, c'est une question de poids économique. Il faut être clair, les artisans d'art sont nombreux, ils font des produits magnifiques, c'est une vraie permanence économique en France, mais néanmoins en nombre d'emplois, en poids économique, c'est faible. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nos syndicats, voire de nos fédérations, et aussi au niveau européen. Oui, mais pour faire contrepoids. Ça ne justifie pas les absurdités ou les incohérences. Justement, ça va dans ce sens-là de demander d'être exonéré, un point c'est tout, plutôt que de rentrer dans tous vos coûts. Vous avez tout à fait raison, mais ça prend des années. Et en attendant, nous sommes soumis aux normes, néanmoins.
Il y avait en attendant les exonérations, si vous voulez, enfin, les exemptions. Il y a eu un secrétariat d'État il y a 3 ou 4 ans qui s'occupait des normes. Il y avait M. Lambert, ancien ministre, et je ne sais plus comment il s'appelait, un socialiste, Valigny, je crois. Il s'occupait de ça. Vous n'avez pas eu contact avec eux? Ils s'occupaient de faire le tri entre les bonnes normes, les normes absurdes, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Oui, on était plutôt dans la simplification administrative, effectivement. Je ne sais pas si on a vu grand-chose, d'ailleurs. Nous, on est beaucoup en relation avec nos députés, aussi européens. Enfin, on alerte directement nos députés sur ces questions-là. C'est vrai que l'Europe est quand même sensible. Enfin, ils nous écoutent, hein, malgré tout. Ils regardent les consultations. Donc, c'est important qu'on soit mis au courant pour que nous puissions dire que nous existons et qu'on a besoin de ces dérogations, en fait. Mais si la grande problématique, c'est d'avoir l'info. D'avoir l'info, c'est tout. On n'est pas toujours sur les sites des réglementations. Donc nos petites entreprises, et nous sommes des artisans, nous travaillons, on n'est pas toujours devant l'ordinateur. Gilles Forêt, céramiste et administrateur d'Ateliers de France. J'entends bien le principe de l'obtention de dérogations ou d'exemptions. En fait, je pense que le combat qu'on mène aussi à Ateliers de France depuis qu'on est sur ce dossier en particulier, c'est d'obtenir une reconnaissance aussi d'un secteur métier d'art qui n'est pas le même que celui du secteur industriel. Or, actuellement, toute la politique des pouvoirs publics est de noyer les métiers d'art dans des branches professionnelles verticales qui mettent complètement de côté nos spécificités. Donc, c'est sûr que dans la pratique de l'atelier, du professionnel de métier d'art, obtenir une dérogation, ça va lui permettre de vivre pendant un certain temps, mais c'est toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, complètement temporaire. C'est tous les 5 ans, il faut renouveler, remonter des dossiers, et un jour ou l'autre, on sera coincé. C'est-à-dire qu'on dira, ben non, principe de précaution, c'est le consommateur qu'on va d'abord protéger. Donc l'idée, c'est déjà quand même de bien montrer au pouvoir public que le secteur métier d'art, c'est un secteur à part entière. En France, on a eu la chance d'avoir des lois, un cadre législatif qui le reconnaît en tant que tel. C'est peut-être pas le cas partout dans tous les pays européens, mais c'est une première chose à faire, c'est de bien nous différencier du secteur industriel. Oui, ce que je voulais vous répondre, madame, c'est qu'en fait, effectivement, ça a toujours existé. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est chapeauté par la Direction générale des entreprises, la DGE, qui elle-même, si vous voulez, c'est comme une poubelle gigogne, qui elle-même dépend du ministère de l'Industrie. Et en fait, ça s'appelle la sous-direction aux normes. Et donc, vous avez une personne dédiée pour chaque réglementation. Vous en avez une pour la sécurité électrique, vous en avez une pour le jouet, vous en avez une pour le contact alimentaire. Et donc, en ce qui me concerne, et en ce qui me concerne et au niveau du conseil que je prodigue à Ateliers d'Art de France, on est quasi quotidiennement, on travaille avec leurs services. Mais la difficulté que vous avez, c'est comme le disait M. Forêt fort justement, c'est on vient nous dire, ah oui, non mais vous comprenez, c'est interministériel. Alors vous dépendez en même temps du ministère de la Culture, vous dépendez en même temps du ministère de l'Industrie, et alors voilà, et en fait, chacun finalement se renvoie la balle. Et finalement, on vient nous dire, encore très récemment, ah mais finalement, c'est pas forcément la DGE, vous n'avez qu'à aller voir la répression des fraudes. Alors la répression des fraudes, je veux dire, moi je veux pas les caricaturer, mais la répression des fraudes, c'est la police de la consommation. Donc c'est pas forcément des gens qui vont être vraiment attentifs à nos revendications. Mais soyez certaines que ça existe. Mais ça fait, excusez-moi, 25 ans que je fais ce métier, 25 ans que je suis spécialisé en droit de la consommation, 25 ans que j'entends tous ces gouvernements qui nous disent « Ah, on en a assez des normes absurdes, etc. » et que personne ne fait rien. Je vais vous donner un exemple qui concerne mon métier. Vous savez que dans le code civil, il est encore fait interdiction aux femmes d'exercer le métier d'avocat. Ça n'a encore pas été, ça existe encore dans le code. Ça n'a pas encore été radié. Alors tant qu'on empilera ces normes, ces réglementations dont plus personne ne sait à quoi ça sert et que c'est un millefeuille et que vous alliez chercher à droite, à gauche, et tant qu'il n'y aura pas véritablement une simplification qu'on appelle tous de nos voeux pour qu'effectivement tout le monde puisse travailler correctement en respectant la réglementation, mais encore une fois, chacun, les industriels, mais aussi sans exclure quiconque, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc on essaye. Croyez bien que le plan d'action mis en œuvre il n'y a pas plus de 2 jours vise à contacter les députés des circonscriptions françaises afin de questionner le gouvernement qu'on profite
de la chance qui nous est donnée, cet alignement de planète, des nouveaux délégués européens, députés européens, dont on espère qu'ils viendraient, ils sont fraîchement élus, qu'ils essaieront de faire quelque chose, on va les contacter, on va savoir qui, au niveau français, suit les travaux au niveau électrique, au niveau du contact alimentaire, etc. Moi, personnellement, quand il y a eu la révision de la directive jouets, qui a lieu en 2009, nous avions contacté celui qui est aujourd'hui le défenseur des droits, c'est M. Toubon. On est allé le voir, puisque c'était la personne qui, pour la France, suivait la réglementation, la révision de la directive jouets, et on a réussi à obtenir que les jouets, tenez-vous bien, ils voulaient interdire les jouets parfumés. On a dit, mais pourquoi ? Ah, parce qu'il y a des enfants qui sont allergiques. Bon, là, oui, d'accord, mais il y a des enfants qui sont allergiques au beurre de cacahuète. On ne va pas interdire le beurre de cacahuète. On va mettre un avertissement. Donc, vous voyez, on est extrêmement au contact de ces gens-là. Et on n'est pas dans l'attentisme, on tâche d'anticiper. Mais, si vous voulez, on est face aussi à des réticences extrêmement importantes des gouvernements, et pardonnez-moi, de l'administration. Je n'ai pas quelque chose de particulier contre l'administration, mais elle est extrêmement pesante et présente, et elle n'a pas forcément intérêt, pour certaines en tous les cas, à nous faciliter la tâche. C'est ce que je voulais vous indiquer. Donc tout ça existe depuis fort longtemps, mais il n'y a pas véritablement de volonté du gouvernement de ce fameux choc des simplifications. Enfin, ça existe, je vais vous dire, ça existe depuis le gouvernement Chirac. La première qui a lancé ça s'appelait la charte Marianne. Et c'est monsieur Juppé qui l'avait lancé. Donc ça date pas d'hier, je crois que ça date de 95. Je vous remercie. Donc pour conclure, nous voyons bien que ce sujet est technique et complexe. Son impact est pourtant extrêmement concret et vital pour les ateliers d'art. Donc la mobilisation des professionnels entre exigences de santé publique évidente, mais surtout respect des savoir-faire évidemment ancestraux, est absolument impératif pour protéger les métiers d'art. Et nos intervenants du jour, par l'engagement personnel, professionnel, en sont le meilleur exemple. Donc mesdames et messieurs, je tenais à vous remercier pour vos témoignages édifiants ainsi que l'assistance pour ces échanges enrichissants. Je vous souhaite maintenant une bonne journée et si ce n'est pas déjà fait, une bonne visite de révélation.